Bonjour tout le monde et bienvenue à notre série de Symposium de l'été, série sur le bien-être des vétérans et de leurs familles. Je suis le Dr Ramesh Zacharias, chef de la direction et directeur médical du Centre d'excellence sur la douleur chronique. Personnes qui feront des exposés aujourd'hui. Adria Franson est physiothérapeute et va faire son exposé avec Stephen Lassalle, vétéran. Ensuite, la docteure Joy McDermott et Robin Campbell vont faire à nous aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser la parole à notre modérateur général Michel Maisonneuve. Comme l'a dit le Dr Zaka, je m'appelle Michel Maisonneuve et j'ai passé 35 ans dans l'armée canadienne. Je vous souhaite la bienvenue à un autre webinaire dans notre série éducative sur le bien-être des vétérans et de leurs familles. Comme vous pouvez le constater, nous avons 2 diffusions simultanées, une en anglais et une en français. Sachez que les présentations et diapositives d'aujourd'hui gagnent à être visualisées en mode plein écran. En français dans la version française. Je suis heureux de collaborer au Centre d'excellence sur la douleur chronique depuis sa fondation. Pendant mes 35 années en uniforme, je me suis rendu compte que la douleur chronique est une constante dans la vie de beaucoup de nos marins, soldats et aviateurs. Et cette douleur perdure pendant leur retraite. C'est donc pour moi un honneur que de participer à l'animation de ce webinaire. Nous allons entendre 2 exposés et nous allons répondre aux questions après chaque exposé. Voici les auteurs de la première présentation. Adria Franson est physiothérapeute pendant 20 ans et a reçu une formation étendue dans le traitement de la douleur chronique. Elle a fait des recherches, présenté des exposés, elle a supervisé des étudiants en maîtrise de physiothérapie et elle a enseigné des cours de physiothérapie aux études supérieures. Elle collabore avec les vétérans de la clinique Michael de Groot sur la douleur depuis 2010 et elle a contribué à incorporer les éléments neuroscientifiques de la douleur dans la programmation de la clinique. Son objectif, évoquer son approche dans la formation des vétérans au niveau de la neuroscience de la douleur pour les aider à gérer leur douleur différemment. Comme nous l'avons fait dans le passé, Adria va collaborer avec un vétéran, Stephen Lassalle, qui va nous faire part de son expérience sur le sujet. À vous, Adria. Aujourd'hui, je vais évoquer les éléments neuroscientifiques de la douleur chronique, aussi appelé enseignement de la neurophysiologie de la douleur. Je n'ai aucune divulgation à faire. Et de concert avec Stephen, un vétéran, nous allons évoquer les différents aspects de l'enseignement de la neurophysiologie de la douleur. Stephen va nous décrire comment il a pu apprendre à gérer sa douleur différemment. Bonjour tout le monde. Comme Adria l'a dit, je suis membre des Forces canadiennes depuis 11 ans. J'ai servi dans les réserves ainsi qu'en tant qu'instructeur et spécialiste des affaires publiques. Avant mon accident, j'étais très actif, j'étais nageur, randonneur, coureur. J'ai participé à des activités collectives sportives en 2013. En 2018, je me suis blessé dans une course à pied. En 2018, lorsque je me suis blessé au pied, tout d'abord, il semblait s'agir d'une simple entorse. À l'automne de 2018, j'ai reçu un diagnostic de déchirure ligamentaire et de syndrome de douleur complexe. J'ai subi des interventions chirurgicales en 2019, mais mes symptômes ont été exacerbés et je continue d'en souffrir aujourd'hui. Merci, Stephen. Les vétérans
qui sont adressés à notre programme à la clinique Michael J. DeGroat reçoivent un enseignement de la neurophysiologie de la douleur comme pierre angulaire de leur formation, ainsi que des compétences cognitives et comportementales pour les aider à gérer la douleur différemment. Cette diapositive montre les principales composantes de l'enseignement de la neurophysiologie de la douleur. Nous allons évoquer ces différents points au fil de la présentation, mais celui sur lequel je veux insister, c'est le premier. Apprendre à connaître la douleur est une thérapie. Savoir ce qui se passe dans votre corps et pourquoi vous aide à gérer la douleur différemment. Steven, avant d'être adressé à notre programme, lorsque vous ressentiez de la douleur, à quoi pensiez-vous et que ressentiez-vous? Excellente question, Adria. Pour moi, la douleur était un obstacle que je devais surmonter, quelque chose que je pouvais battre. Il suffisait dans mon esprit d'ignorer la douleur et de continuer. C'était en fait une vision en tunnel. Tout ce que je voyais, c'était la nécessité de surmonter la douleur et de revenir à ma vie d'avant l'accident. Mais plus j'essayais de surmonter la douleur, plus j'éprouvais de douleur. Je me retrouvais dans une situation où je ne pouvais plus rien faire. J'étais obligé de m'allonger parfois pendant des jours et des jours avant que la douleur ne redescende jusqu'à un niveau qui me permettrait de fonctionner. Après quoi, je revenais à mon attitude antérieure. Ce cercle vicieux, non seulement causait une douleur constante, mais également causait beaucoup de colère et de frustration. Bien souvent, je souffrais tant que je restais allongé et je ne pensais qu'à me couper ma propre jambe pour pouvoir recommencer mes activités. Ce cercle vicieux m'affectait, mais aussi affectait beaucoup ma famille. Ma famille pouvait voir à quel point je souffrais et était de plus en plus frustrée parce que je n'arrivais pas à me reposer. Ce cercle vicieux ou ce cycle vicieux que Steven vient de mentionner se retrouve souvent chez les personnes atteintes de douleurs chroniques. Activité excessive, augmentation de la douleur, effondrement et nécessité d'attendre pour pouvoir reprendre l'activité. En tant que physiothérapeute qui travaille avec des patients atteints de douleurs chroniques et qui font des exercices, il y a deux choses que je vois. On fait des exercices, la douleur augmente, les patients persévèrent malgré la douleur. On ne peut pas perdre de gain sans souffrir, je ne veux pas paraître faible, je veux m'améliorer. Alors, il y a une extrémité de la gamme, et à l'autre extrémité de la gamme, ce sont des personnes qui éprouvent de la douleur en faisant des exercices. Ils se disent, je ne veux pas causer plus de problèmes ou plus de dégâts, alors elles arrêtent les exercices. Elles ne veulent pas causer davantage de problèmes. Je vois ces deux extrêmes lorsque les gens font des exercices. Ce qu'on remarque au fil du temps, c'est qu'il y a un cycle en haut et en bas qui entraîne le découragement, le déconditionnement. Les personnes atteintes de douleurs chroniques s'inquiètent de causer davantage de lésions tissulaires. Et c'est là où l'enseignement de la neurophysiologie de la douleur me paraît particulièrement utile. Des recherches récentes parues en janvier de cette année ont permis d'interroger des patients qui avaient reçu un enseignement de la neurophysiologie de la douleur afin de déterminer quelles étaient les principales notions qu'ils avaient retenues et à quel point ces notions leur avaient été utiles pour gérer leur douleur différemment. Voici les principales conclusions de cette étude. Tout d'abord, l'idée que plus on éprouve de la douleur, plus cela signifie que le corps est abîmé. C'est une notion que nous allons évoquer dans les quelques diapositives à venir. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous permettre de mieux comprendre cette notion. Imaginez que vous avez fait une chute et que vous vous êtes fait mal au genou. Il y a des lésions tissulaires au genou, mais vous êtes tombé, vous vous êtes fait mal au genou juste avant d'avoir marqué un but gagnant dans une partie de soccer. Est-ce que ça aurait été différent d'une chute que vous auriez faite au travail? Est-ce que la perception de la douleur aurait été différente? Deuxième exemple. Bon, tout le monde s'est coincé un doigt dans une porte. Imaginez que vous étiez coincé un doigt dans une porte. Qu'est-ce que vous auriez ressenti si vous étiez danseur ou violoniste? Est-ce que votre perception de la douleur serait différente?
Ce que je vous explique, c'est ce qui se produit dans notre corps, dans notre système nerveux. Pour ce faire, j'apprécie certaines analogies comme celles qui sont à l'écran. Je vais utiliser celle de la gauche. On voit un véhicule qui est doté d'un système d'alarme. Le but de ce système d'alarme consiste à retentir si quelqu'un cherche à pénétrer par effraction dans le véhicule. Que se produit-il si l'avertisseur se déclenche lorsque quelqu'un frôle le véhicule ou si une feuille tombe sur le capot? À quel point un tel système d'alarme serait-il efficace? Il serait surprotecteur. La même chose peut se produire avec nos systèmes d'alarme dans notre corps. Le système d'alarme dont nous sommes dotés, c'est notre système nerveux. Il est constitué de nerfs, de la moelle épinière et du cerveau. Nous possédons des nerfs spéciaux qui décèlent des informations arrivant à notre corps et qui sont perçues comme étant menaçantes. Une pression extrême, par exemple le fait de se taper sur le pouce avec un marteau, les températures extrêmes, chaud, froid, les différences chimiques extrêmes comme l'inflammation. Alors, je vais utiliser l'exemple de ce monsieur qui soulève une caisse. Il soulève une caisse et il reçoit un message d'avertissement. Ce message d'avertissement arrive au cerveau et le cerveau doit décider si l'organisme est en danger. Le cerveau, c'est un peu comme le chef de la direction de notre système nerveux. Le chef de la direction d'une entreprise doit prendre une décision en recueillant des informations de nombreux différents départements de la compagnie. Le cerveau, de la même façon, doit recueillir des informations provenant de plusieurs régions du corps pour décider si ce dernier est en danger. Dans cet exemple, quand cet homme soulève une caisse, les messages d'avertissement remontent jusqu'au cerveau par la moelle épinière et le cerveau doit utiliser des informations provenant des 5 sens, en l'occurrence la vision, les dimensions de la caisse. La caisse est grosse, cette information sera interprétée comme étant ceci pourrait être dangereux et par conséquent, les signaux de danger en moi commencent à être produits. Danger en moi ou DEM, ce sont des signaux excitateurs que produit le corps. Cette information est acheminée aux différentes régions du cerveau, en particulier la zone où nous stockons les mémoires antérieures. Si je me suis fait mal au dos dans le passé, si j'ai eu des ennuis au niveau des douleurs lombaires dans le passé, bon, peut-être le cerveau dira « Ah, je ne me suis jamais fait mal au dos, mais j'ai un ami qui s'est fait mal au dos et qui n'a jamais pu reprendre son activité. » Donc le cerveau commence à produire de plus en plus de signaux « danger en moi ». Mon ami n'a jamais repris le travail, moi je dois travailler, j'ai mon hypothèque à payer, les activités de mes enfants, et alors donc de plus en plus de messages danger en moi sont produits. Et s'il y a davantage de messages danger en moi que de messages sécurité en moi, davantage de DEM que de SEM, eh bien le corps va décider, oui, il faut que je me protège. Comment? Eh bien, la douleur va être ressentie. Alors donc notre corps produit ces signaux excitateurs, DEM, et ces signaux apaisants, SEM. La douleur survient quand le cerveau décide qu'il y a plus de preuves de danger que de preuves de sécurité pour le corps. Donc, dans l'exemple que je viens de citer, est-ce que j'ai éprouvé de la douleur dans le passé? Comment est-ce que j'ai géré? Comment est-ce que mon ami a géré sa douleur? Ou on peut le comparer aux preuves de sécurité. Quelques exemples seraient, bon, je me suis déjà fait mal au dos, j'ai surmonté cette lésion, j'ai une très bonne équipe qui va m'aider à gérer ma douleur différemment. Donc, le cerveau doit prendre les informations, les signaux de danger en moi et les signaux de sécurité en moi pour décider qu'est-ce qui se passe dans le corps. Au fur et à mesure que la douleur s'installe, on constate que souvent, les gens ne reprennent pas leur activité. Bien souvent, ils ne s'adonnent plus à leurs activités de loisirs d'avant. Souvent, leurs activités sociales s'amenuisent. Les signaux apaisants, les signaux sécurité en moi ne sont plus produits de la même façon par le corps et commencent à diminuer. En même temps, les signaux excitateurs, les signaux danger en moi commencent à se multiplier dans le corps. Pourquoi est-ce que cette douleur ne disparaît pas?
Pourquoi aucune opération chirurgicale ne peut-elle me soulager? Pourquoi aucun médicament ne peut-il me soulager? On constate un déséquilibre entre les signaux danger en moi et les signaux sécurité en moi. Et ce déséquilibre entraîne le déclenchement du système d'alarme surprotecteur dont nous avons parlé. Ce qui nous amène au deuxième élément, au deuxième thème qui a paru particulièrement utile aux personnes ayant suivi un END. Alors, je vais parler un petit peu de la manière dont, dans la plupart des cas, nous parlons de ce qui se passe dans notre corps, la plupart des gens se disent, bon, oui, je comprends, j'ai soulevé une caisse lourde ou je me suis fait mal au dos, donc il y a une augmentation de messages DEM, mon corps perçoit que je dois être protégé, j'éprouve la douleur. Bon, les gens semblent comprendre cette notion. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces messages DEM ne proviennent pas uniquement de messages physiques. Notre corps les produit face à des menaces non physiques, comme les émotions. Alors si nous nous sentons stressés, submergés, en colère, les mêmes signaux de danger en moi sont produits. Et si les signaux de danger en moi sont plus nombreux que les signaux de sécurité en moi, encore une fois, le corps se sent en danger et estime qu'il doit se protéger et nous éprouvons de la douleur. Alors, Stephen, est-ce que vous remarquez un changement dans votre douleur lorsque, en fonction de ce que vous éprouvez, un changement dans votre douleur qui semble n'avoir rien à voir avec ce qui se passe dans votre corps? Mais ça a été une révélation pour moi d'apprendre que le même avertisseur est déclenché lorsque je suis en colère ou en détresse. Ayant suivi le programme, je reconnais que plus je suis en colère, plus je suis frustré et plus les signaux de douleur deviennent insistants. En même temps, je gère la tristesse, la perte de la capacité à faire ce que je faisais auparavant, et je me rends compte que cela contribue aussi à ma douleur. Si je me concentre sur ma colère, ma frustration, ma détresse, cela alimente le degré élevé de douleur que je subis. Merci Stephen pour cette clarification. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'importance de conceptualiser la douleur comme une réponse en rééduquant le système de douleur surprotecteur. Il faut comprendre que nous pouvons rééduquer notre système nerveux surprotecteur. Le système nerveux peut changer. Les patients sont souvent très étonnés et heureux d'apprendre qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour diminuer leurs signaux de danger en moi, en apprenant quelles sont les menaces ou quels sont les éléments que le corps perçoit comme menaçants et en les gérant différemment. En plus de renforcer les signaux apaisants, il est possible de les renforcer et de les contrôler. Dans le programme d'enseignement de la neurophysiologie de la douleur, il est possible non seulement d'apprendre quels sont les phénomènes à l'œuvre, mais d'influencer ces phénomènes pour réduire les messages DEM et augmenter les messages SEM. Stephen, quels sont les éléments que vous avez appris dans le programme qui vous aident à mieux gérer votre douleur? Le programme sur la douleur a été une occasion extraordinaire pour moi. Il m'a aidé à comprendre comment ma douleur ne résulte pas tellement de mon accident, mais de la réponse de mon système nerveux à celui-ci. Ça m'a aidé à apprendre et à accepter que la douleur, c'est quelque chose avec quoi je peux vivre en la gérant différemment. Grâce à Adria et son équipe, j'ai acquis une compréhension de la manière de mieux gérer les réponses de mon système nerveux et donc d'améliorer ma qualité de vie. J'ai également appris que je peux vivre et gérer ma douleur, non pas en persévérant malgré elle, mais en écoutant mon corps, en rythmant mes activités, en renforçant mes messages SEM et en utilisant des méthodes de relaxation et de méditation chaque jour. Le programme m'a aidé à rajuster mes médicaments afin de mieux dormir la nuit et les séances de physiothérapie et de conditionnement physique m'ont montré des exercices sécuritaires que je peux accomplir moi-même régulièrement, seul, afin d'améliorer l'état de mon corps et mon humeur. Je suis beaucoup plus détendu et moins tendu grâce à ce programme. Comprendre les messages danger en moi me permet de mieux comprendre ce qui va exacerber ma douleur et la faire empirer, sachant que je peux
augmenter les messages sécurité en moi, j'ai changé ma manière de gérer ma douleur. Plutôt que de passer chaque jour à essayer de battre la douleur, de la surmonter, je l'ai acceptée et je la gère de façon à ce qu'elle ne contrôle pas ma vie. Merci, Stephen. Voici un excellent sommaire. Donc, nous allons en rester là. Si vous avez des questions au sujet de l'enseignement de la neurophysiologie de la douleur et de l'approche que nous utilisons dans notre clinique. Merci beaucoup, Edria, pour cet exposé très intéressant. La frustration éprouvée par Stephen est éprouvée par tout vétéran en proie à la douleur. Nous avons tendance à ignorer la douleur et puis entamer le cycle vicieux que vous décrivez, surtout si la douleur est chronique ou persistante. Comme Edria le signale, la douleur, c'est personnel, la douleur, c'est réel, mais notre système nerveux peut s'adapter pour nous aider à la gérer. Nous vous avons invité à poser des questions à l'avance. Je vais demander aux auteurs de l'exposé d'y répondre. D'abord, Edria, est-ce que le cerveau humain peut être formé de manière à bloquer la douleur? Je me suis demandé un peu ce que signifie le terme bloquer. On ne peut pas nécessairement bloquer la douleur, l'éteindre comme avec un interrupteur. Ce qu'on peut faire, c'est l'atténuer, comme avec un interrupteur, un rhéostat, vous voyez, qui permet donc d'atténuer la lumière. Et on y parvient en apprenant comment rééduquer le cerveau dans ses réactions afin qu'il réagisse différemment aux indices venus de l'environnement. Le cerveau réagit à différents stimuli, le mouvement, l'activité, ou des menaces qui ne sont pas physiques, des sentiments, des émotions. Si nous pouvons rééduquer notre cerveau pour réagir à ces menaces de façon différente, c'est ainsi que nous commençons à apporter des changements dans notre système nerveux. Merci, Edria. Donc, tout vétéran qui assiste à cette présentation aujourd'hui, comment peut-il appliquer ces leçons pour améliorer son propre bien-être? Bonne question, merci. Donc, tout moyen d'accroître les signaux SEM, tous les moyens de renforcer ces inhibiteurs endogènes, comme on les appelle, que produit notre corps, permet de contribuer à maîtriser la douleur. Les SEM, les signaux SEM sont produits parce que des activités, des sentiments qui sont agréables, qui nous inspirent un sentiment de sécurité. Donc pour le physiothérapeute, il ne s'agit pas d'imposer une routine d'exercice très exigeante, mais de proposer aux patients un ou deux exercices qui sont réconfortants, qui sont utiles, et de les incorporer dans leur journée, ou de commencer à utiliser des techniques de respiration pour apaiser la tension musculaire et aider le cerveau à s'apaiser. Voici deux moyens d'accroître les messages SEM. Un autre moyen, songez à des activités de loisirs auxquelles vous vous adonniez auparavant, des intérêts que vous approfondissiez auparavant. Même si vous ne pouvez pas nécessairement vous adonner aux mêmes activités de la même façon, vous pourriez vous y intéresser d'une façon différente. Je songe à une patiente qui participait à notre programme il y a quelques années. Elle adorait le baseball. Elle et son compagnon étaient membres d'une équipe de baseball. Et après la partie de baseball, ils invitaient des amis à prendre un verre. Elle n'a pas pu reprendre le baseball à cause d'une douleur chronique. Par conséquent, elle n'allait plus aux parties, elle n'invitait plus d'amis, elle était de plus en plus isolée. Et ces messages SEM n'étaient plus produits par son corps. Après avoir suivi le programme, elle s'est rendue compte qu'il n'était pas nécessairement il n'est pas nécessaire de jouer au baseball comme auparavant, qu'il était peut-être possible de jouer au baseball différemment, que ce n'était pas nécessairement tout ou rien. Alors, elle a commencé à participer, à assister plutôt aux quelques dernières manches d'une partie. Elle tenait les statistiques. Moi, je ne suis pas adepte du baseball, mais je sais qu'il y a beaucoup de statistiques dans le baseball. Donc, elle jouait un rôle très important. Au fil du temps, elle a commencé à participer à ces parties pendant des périodes plus longues. Et par conséquent, elle a commencé à produire davantage de messages SEM. Elle a commencé à multiplier ses interactions sociales et parfois, quand je travaille avec des patients atteints de douleurs persistantes, je remarque qu'ils veulent attendre que la douleur ait disparu avant de reprendre leurs activités. Dans cet exemple,
on voit qu'il n'est pas nécessaire que les choses soient rétablies comme avant. Il s'agit simplement d'augmenter les signaux SEM. C'est là que le système nerveux commence à se remodeler. Merci, Tria. Alors, une autre question pour Steven. Et merci, Steven, d'avoir partagé vos expériences aujourd'hui. Dans votre parcours de prise en charge de votre douleur, quel a été l'obstacle le plus difficile à surmonter? Merci. En général, je pense que c'est une excellente question. Pour moi, l'acceptation demeure l'obstacle le plus difficile. Comme j'en ai dit dans ma présentation avec Adria, le programme sur la douleur m'a aidé à comprendre que la douleur, c'est quelque chose avec quoi je peux vivre en la gérant différemment. Mais ceci étant dit, il y a des jours où je suis frustré, je suis en colère, je m'en prends à moi-même parce que je ne peux plus m'adonner aux activités qui m'occupaient auparavant. Parfois, je veux surmonter la douleur comme autrefois. Mais c'est dans ces moments que je mets en œuvre les techniques que j'ai apprises dans le programme dont Adria vient parler, comme les exercices de méditation, de respiration, calmants. Je fais également un effort conscient chaque jour pour créer des messages sécurité en moi, que ce soit écouter de la musique ou faire quelques étirements en douceur ou m'installer à l'extérieur. Ce sont des exercices que j'ai appris qui m'aident à réorienter ma douleur, à commencer réorienter mes pensées et commencer d'accepter ma douleur. Merci, Steven. Adria, quelles ressources recommanderiez-vous pour les personnes qui souhaiteraient en apprendre davantage sur la neurophysiologie de la douleur? Il existe d'excellentes ressources pour les patients qui vivent avec la douleur persistante. La clinique Michael J. DeGroot sur la douleur dispose d'un site web où on peut trouver de nombreuses ressources, des enregistrements, des documents. Si vous voulez recevoir une petite formation, il existe des vidéos sur YouTube. La première s'appelle « Dompter la bête » et la deuxième « Pourquoi les choses font mal ». La Société de gestion de la douleur de la Colombie-Britannique a réalisé une série très accessible pour les patients qui entre en détail dans les aspects scientifiques de la douleur. Si ça vous intéresse, c'est une excellente ressource. Et pour les cliniciens qui veulent en apprendre davantage, dans nos cours, le Neuro Ortho Institute de l'Australie offre des cours excellents. Il y a également des physiothérapeutes canadiens, notamment Yale Pearson, qui a participé à la préparation du projet de la Colombie-Britannique que je viens d'évoquer, et Carolyn Van Dieken travaille aussi beaucoup sur les aspects scientifiques de la douleur, notamment la douleur pelvienne. Et bien sûr, n'oublions pas le site web du Centre d'excellence sur la douleur chronique, une excellente ressource où vous pourrez trouver notre série sur le bien-être des vétérans et de leurs familles. Donc, il y a là d'excellentes ressources. Dernière question, Steven. C'est une question importante pour les vétérans. Si vous pouviez faire passer un message aux autres vétérans qui luttent contre la douleur, quel serait ce message? Excellente question, mon général. Aux vétérans qui luttent contre la douleur, je vais vous dire deux choses. D'abord, c'est important que vous sachiez que la douleur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer de surmonter ou de gérer seul. Je vous encourage fortement, si vous souffrez de la douleur, à demander de l'aide à des programmes comme la clinique Michael DeGroot sur la douleur. Ils ne peuvent pas faire disparaître la douleur, mais ils peuvent apprendre à la gérer différemment et donc à améliorer leur qualité de vie. Deuxièmement, j'encourage fortement les vétérans qui souffrent d'une douleur persistante ou chronique à trouver quelqu'un à qui parler. Souffrir, c'est une expérience épuisante mentalement et physiquement. Alors que ce soit un ami, un conseiller professionnel, avoir quelqu'un à qui parler, ça permet de faire beaucoup de progrès dans la lutte mentale et physique constante imposée par la douleur. Merci beaucoup, Adria. Merci, Steven. Merci aux auteurs des questions. Je vous rappelle que les présentations seront disponibles sur le site web du centre. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez poser d'autres questions après avoir écouté les présentations. Nous allons passer à notre deuxième présentation. Joy McDermott est physiothérapeute et épidémiologiste et co-directrice de la recherche clinique au centre Roth McFarlane pour les mains et les membres supérieurs. Elle est également professeure associée
de la faculté de sciences de la réadaptation à l'Université McMaster et est membre des départements de chirurgie et d'épidémiologie aux universités McMaster et Western. Ses nombreux projets de recherche portent sur des questions cliniques reliées au renforcement de la prévention, de l'évaluation et de la prise en charge des troubles musculo-squelettiques et des invalidités professionnelles apparentées. Elle va faire son exposé avec Robin Campbell, qui est membre en exercice des Forces canadiennes et membre de l'équipe de recherche. Leur présentation va explorer le traitement de la douleur tel qu'il s'applique aux différents sexes et genres. Joy, à vous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je m'appelle Joy McDermott. Je vais faire cet exposé avec Robin Campbell. Nous allons parler de notre projet qui vise à identifier les différences dans les besoins et les réponses au traitement de la douleur chronique selon le sexe et le genre des vétérans canadiens, la planification des interventions personnalisées de l'avenir. Je vais donner la parole à Robin Campbell. Merci beaucoup. Alors donc, un ou deux mots. Je suis membre de l'équipe de recherche, je suis membre de notre communauté militaire. Je suis membre de la réserve navale. Je suis également fille de deux vétérans. Je constate de première main l'impact de la douleur chronique sur nos vétérans, l'impact sur leur vie et leur famille. Le thème de la recherche sur la douleur en fonction du sexe et du genre me paraît un élément critique pour comprendre l'expérience de la douleur chronique des différents sexes et genres, afin que chacun puisse mieux répondre à ses besoins. Nous savons que l'expérience des différents sexes et genres peut être très différente en ce qui concerne la douleur. Explorer cette perspective peut avoir des conséquences très importantes pour l'amélioration des résultats en matière de santé. Par exemple, une étude américaine a récemment révélé que la douleur chronique peut être plus courante chez les vétérans. Alors donc, c'est un sujet digne d'intérêt pour la recherche. Je suis heureuse de parvenir à soutenir nos vétérans et la participation à ces recherches peut y contribuer. Je rends la parole à la Dr. McDermott qui va nous parler davantage de ce projet de recherche. Merci, Robin. Je n'ai aucune divulgation. Donc, nous allons répondre à certaines des questions aujourd'hui. Pourquoi la question du sexe et du genre est-elle importante en matière de douleur chronique? Pourquoi est-il difficile d'analyser les influences du sexe et du genre sur la douleur? Qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant en tant qu'équipe de recherche? Nous allons surtout évoquer les recherches antérieures que nous avons étudiées sur les différences selon le genre et le sexe dans la réponse au traitement de la douleur chronique chez les vétérans, dans la littérature publiée. Ensuite, nous allons parler de ce que nous prévoyons faire ensuite pour comprendre les besoins et les lacunes, comme ce que les chercheurs peuvent faire de mieux et ce que vous pouvez faire pour aider. Alors, dans cette brève présentation, nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails des problématiques, mais je me contenterai de dire que le sexe et le genre sont importants pour tous les aspects de la santé. Ils influencent donc les risques de blessures et de maladies, les processus pathogéniques eux-mêmes, la manière dont ils se manifestent et progressent. Le sexe et le genre affectent les réponses au traitement et les résultats de ceux-ci. Donc, il s'agit d'un problème clinique de premier plan qui doit être évoqué de façon très approfondie dans toutes les recherches sur la santé. Voici une revue systématique et structurée de la littérature qui réunit toutes les données probantes publiées sur un thème. Il s'agit en l'occurrence de la différence au plan du sexe et du genre en matière de prévalence de la douleur musculo-squelettique. Ces graphiques représentent des affections. Lorsque la barre bleue est vers le haut, c'est que les femmes ont des taux plus élevés de ce genre de douleur. Les barres bleues vers le bas signifient que les hommes ont davantage de prévalence et les barres rouges montrent la moyenne dans toutes les études. Douleur lombaire, migraine, douleur musculo-squelettique, douleur neuropathique, douleur orale ou dentaire, ostéoarthrite et douleurs répandues. Nous pouvons constater que dans presque toutes les études, certainement les moyennes concordent, la prévalence de ces douleurs sont beaucoup plus élevées dans la population générale. Il s'agit d'études sur la population générale. Cette étude-ci, c'est celle à laquelle Robin a fait allusion,
porte spécifiquement sur la douleur chez les vétérans. Cette étude a paru en 2017 dans l'une des plus prestigieuses revues scientifiques sur la douleur. Les vétérans ont un taux supérieur de douleur sévère à celui des vétérans et à celui des civils, hommes et femmes. Alors, pourquoi est-ce si difficile à analyser l'impact du sexe et du genre sur la douleur afin de répercuter les conclusions dans les interventions des politiques? Tout d'abord, c'est un domaine très complexe qui comporte de nombreux aspects. Il y a donc beaucoup de choses que nous ne savons pas et c'est également difficile d'en parler. On hésite à s'exprimer en raison de biais liés au sexe et au genre dans notre culture. Même des personnes qui souhaitent évoquer le problème s'inquiètent souvent du risque de paraître insensibles parce qu'elles ne sont pas nécessairement en mesure d'apprécier l'expérience de chacun. Et nous savons que l'expérience de l'un ou de l'autre est très différente en fonction du sexe et du genre. Il y a des questions au niveau de l'institutionnalisation du pouvoir et du privilège qui peuvent difficilement permettre de parler de ces problèmes et de parvenir au changement. Les chercheurs semblent méconnaître le sujet jusqu'à une période très récente. Enfin, les services sont très sollicités. Il est donc difficile de consacrer temps et énergie à l'innovation alors que l'on ne semble pouvoir que s'adapter aux besoins qui sont très importants. Alors, quand on parle du sexe, il s'agit de l'ensemble d'attributs biologiques spécifiques retrouvés chez les humains et les animaux, notamment les caractéristiques physiques, les chromosomes, l'expression génique, les hormones et l'anatomie. On n'a pas besoin d'être scientifique pour savoir que les femmes et les hommes ont des structures corporelles différentes. Le genre, en revanche, est une idée socialement construite, de rôle, de comportement, d'expression, d'identité établie par la société, la façon dont nous nous exprimons en tant que filles, femmes, hommes, garçons et personnes de genre divers. Alors, le genre est très complexe et comporte plusieurs aspects. On ne peut pas tout étudier au sujet du genre dans une même étude. Il faut recenser une vaste littérature. Il y a les rôles des genres qui sont les normes de comportement, la manière dont on est censé se comporter, les activités professionnelles auxquelles on est censé s'adonner en fonction de notre genre. L'identité de genre, c'est la manière dont nous nous voyons nous-mêmes ou comment les autres nous voient. Les relations entre les gens, c'est la manière dont nous agissons avec les autres ou comment les autres agissent envers nous en fonction de notre genre. Et puis le genre institutionnalisé, c'est la distribution du pouvoir dans les institutions politiques, sociales et d'enseignement. Il importe de souligner que tous ces aspects peuvent influencer la probabilité d'acquérir une douleur chronique, le traitement qu'on est susceptible d'y recevoir et l'évolution de la douleur chronique. Même si le sexe et le genre sont extrêmement importants, il n'est pas possible de les étudier isolément. On parle d'une approche intersectionnelle qui tient compte de l'interaction avec d'autres facteurs, l'âge, la race, l'ethnicité, le statut socio-économique et de nombreux autres facteurs qui ont des interactions très complexes et qui peut être difficiles à appréhender. Voici une étude qui illustre, il s'agit de coronaropathie. Les maladies cardiaques sont une très très bonne illustration de la manière dont nous devons repenser notre compréhension du sexe et du genre. On considérait souvent la maladie cardiaque comme étant une maladie qui affecte surtout les hommes. La plupart des études portaient sur des hommes. Et on s'est rendu compte que des femmes meurent de crise cardiaque aussi et que les maladies cardiaques se manifestent très différemment chez les femmes que chez les hommes. Dans cette étude parue en 2015, le genre, c'est-à-dire les caractéristiques masculines et féminines des sujets qui affectent les maladies cardiaques, les hommes qui ont des caractéristiques masculines ont beaucoup plus de risques de maladies cardiaques que ceux qui ont des caractéristiques féminines. Et qu'il y a donc un énorme... la courbe est très, très équilibrée. Chez les femmes, le genre n'est pas aussi important et que des femmes qui ont des caractéristiques davantage féminines courent un risque, mais légèrement plus élevé. Voici un exemple de l'importance de comprendre le sexe et le genre lorsqu'on étudie les affections de santé. Nous commençons à le faire dans le domaine de la douleur et à comprendre que le genre est tout aussi important, peut-être même plus que le sexe, pour déterminer l'expérience de santé. Alors, voici la première étape de ce que nous avons décidé de faire.
passons à la littérature, à ce que nous savons déjà au sujet du sexe et du genre, afin de nous fonder sur un socle solide. Donc, nous avons conçu des questions très, très spécifiques et nous avons déterminé si la littérature offre des réponses à cette question. Nous nous intéressons à une population de militaires en service actif et vétérans, aux différents types d'interventions, réadaptation toute forme et opioïdes toute forme. Nous avons donc également recherché des interventions et des études de recherche qui comportaient différentes sortes de mesures de contrôle. Les études contrôlées par placebo, comparant à une autre intervention ou ne comportant aucun traitement. Nous avons recensé 21 ans de littérature récente comportant tous les essais publiés en la matière. Nous avons repéré 21 essais randomisés admissibles constitués de militaires en service actif et de vétérans, et nous avons appliqué les lignes directrices sur l'équité en matière de sexe et de recherche pour déterminer dans quelle mesure on tenait compte du sexe et du genre dans les résultats de ces études. Alors, ce graphique illustre la manière dont nous avons calculé et repéré ces différentes études afin de parvenir aux 21 études portant sur ce thème en particulier. Alors donc, voici les questions que nous nous avions posées. Est-ce que les auteurs ont indiqué si l'on pouvait s'attendre à des différences selon le sexe ou le genre dans la gestion de la douleur chronique chez les vétérans? Et la réponse est non. Aucune de ces 21 études n'a fait mention de différences attendues selon le sexe et ou le genre dans le traitement de la douleur chronique. Est-ce que les auteurs ont indiqué comment le sexe et le genre avaient été étudiés? La réponse est non. Aucune des études n'a indiqué que le sexe et le genre avaient été considérés dans la conception de l'étude. Dans les résultats, les auteurs ont-ils inclus des données par sexe, par genre? La réponse est non. 20 des 21 études comprenaient des sexes ou genres différents. La proportion de femmes allant de 2 à 60%. Cependant, les études qui comprenaient des sexes et genres différents ne présentaient pas de données ventilées par sexe et par genre. Afin de déterminer s'il y avait des réponses différentes, une étude ne comprenait que des participants masculins. Question suivante. Les auteurs ont-ils parlé de l'influence du sexe et du genre sur le résultat? Et la réponse est non. Aucune de ces 21 études ne fait état de répercussions du sexe et du genre sur les résultats des études. Alors, bien entendu, il s'agissait d'une conclusion très décevante qui nous a convaincus que la littérature n'a pas grand-chose à nous dire sur la différence en matière de traitement de la douleur chronique basée sur le sexe et le genre. Nous avons donc réalisé une étude de la portée, un examen de la portée portant sur les interventions multidisciplinaires de prise en charge de la douleur chronique dans une population de vétérans, afin d'étudier diverses dimensions de la douleur chronique. Cet examen de la portée nous a permis de constater que 8 seulement des 30 études que nous avions repérées ont utilisé un cadre conceptuel pour justifier la raison pour laquelle les essais ont été réalisés comme ils l'ont été. Et la tendance commune de ces programmes consiste à dire que les différents participants en ont tiré des effets bénéfiques. Donc, nous avons procédé à cet examen sous l'angle du sexe et du genre. Par exemple, quels sont les risques, quels sont les besoins fonctionnels, notamment des patients, et comment ceux-ci correspondent-ils à différents types de traitements. Vous voyez qu'il y a une liste de différentes catégories et que nous allons compiler un programme exhaustif de gestion de la douleur en tenant compte du sexe et du genre dans les différents résultats. Que faisons-nous ensuite? La prochaine étape, après avoir recensé la littérature, consiste à interroger les vétérans. Nous allons procéder des enquêtes, des sondages, des entrevues, afin de recueillir des données plus spécifiques auprès des vétérans, en leur posant des questions comme quels sont vos besoins et vos préférences, quel type d'intervention souhaitez-vous ou quelle serait utile,
quelle doit être la forme sous laquelle ces interventions doivent être proposées. Depuis 1 an et demi, nous avons tous connu énormément de transitions dans le système de santé. Des interventions antérieurement face à face sont maintenant virtuelles. Que devons-nous donc faire dans l'avenir? Quelles sont les lacunes dans les soins actuels qui peuvent être comblées par une nouvelle conception de ces interventions? Nous voulions savoir ce que les vétérans pensaient de leurs expériences en matière de soins, ce qui n'aide pas, quels problèmes d'accès pourraient éventuellement s'opposer à une bonne prestation des soins. Et nous avons enfin voulu recueillir des suggestions quant à de meilleurs soins. Nous allons réaliser une autre étude qui va porter sur la souffrance physique et psychologique que vivent les patients. Nous réalisons une analyse statistique qui nous permet d'établir une correspondance. Autrement dit, si 10 éléments ont tendance à se conjuguer ou à s'accompagner, nous pouvons formuler des recommandations quant aux différents ensembles d'éléments qui pourraient être conjugués dans le traitement. Sachant que chaque personne est différente, il s'agit de proposer un programme de traitement aussi complet et utile à un aussi grand nombre de personnes que possible. Nous espérons que cela débouchera sur des recommandations qui seront utiles pour des interventions futures sur la manière de considérer les regroupements de symptômes en fonction des données probantes sur l'efficacité des interventions conjointement avec les préférences des participants. Alors oui, nous pouvons faire mieux, c'est la conclusion générale. Il y a beaucoup de possibilités d'amélioration et j'espère que nous pouvons contribuer à cette évolution. Donc les éléments concrets, tout d'abord d'examiner nos propres préjugés, même si nous ne savons pas certaines choses sur le sexe et le genre, nous devons toujours réévaluer nos hypothèses, nos idées reçues. Il ne s'agit pas uniquement d'hommes et de femmes. Chaque cellule a un sexe, chaque personne a un genre, et nous savons que ces éléments ne sont pas pris en compte, que si ces éléments ne sont pas pris en compte, ils ont un impact. Donc, nous devons exiger que les chercheurs incluent les questions de sexe et de genre dans leurs recherches futures, continuent à poser des questions sur les différences de sexe et de genre, de maintenir le dialogue au niveau des chercheurs et au niveau des fournisseurs de soins. Comment cette intervention est-elle différente pour moi puisque je suis un homme, une femme ou une personne bénéficiant d'une diversité de genre? Et puis enfin, demander qu'il soit tenu compte du sexe et du genre dans l'élaboration des politiques. Alors, voici une façon qui montre à quel point il est simple de demander de façon inclusive le sexe et l'identité de genre. Alors, quel sexe vous a-t-on attribué à la naissance? Femme, homme, autre, préfère ne pas répondre. Ensuite, nous pouvons interroger les répondants sur l'identité de genre actuelle. Encore une fois, donner la possibilité d'une autre réponse afin que les personnes qui désirent que leur identité ne soit pas subordonnée au genre peuvent le déclarer, ou encore les personnes peuvent ne pas répondre. Donc, voici bien souvent le mot femme, homme, genre féminin, masculin sont inclus de façon indifférenciée. Il existe beaucoup de recherches qui permettent d'améliorer la situation. Il existe des modules de formation des IRSC sur le sexe et le genre dans la recherche biomédicale, une littérature sur l'analyse comparative entre les sexes et de nombreuses innovations qui montrent à quel point la prise en compte du sexe et du genre dans la conception d'intervention peut donner des résultats transformatifs. Tenir compte du sexe et du genre permet d'améliorer beaucoup les interventions pour les hommes, les femmes et les personnes aux genres diversifiés. Je voudrais remercier les membres de mon équipe et je vais donc m'interrompre. Merci de m'avoir écouté. Je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci, Joy. Ces recherches sont novatrices et pour nous permettre de soutenir les vétérans de façon beaucoup plus spécifique dans l'avenir. Notre analyse initiale de la littérature montre que le sexe et le genre ont un impact sur la douleur chronique. Les recherches futures vont nous permettre de recueillir plus d'informations, de permettre d'ajuster le traitement de la douleur en fonction du sexe et du genre. Nous rechercherons également, comme Joy l'a dit, nous allons passer à la période de questions.
Joy, dans vos recherches initiales, avez-vous constaté qu'il y a des théories qui expliquent pourquoi les femmes en général, pas simplement les vétérans, souffrent de douleurs chroniques tout plus élevées que les hommes? Oui, nous le savons surtout au niveau de la douleur musculo-squelettique. Les femmes ont tendance à avoir une prévalence beaucoup plus élevée d'affections de santé, de problèmes musculo-squelettiques et de lésions. Même s'il y a certains cas où les hommes ont des incidences plus élevées de certains problèmes de santé et les hommes courent davantage de risques de traumatismes graves. Le type de lésions qui sont subies et la manière dont elles sont subies sont différentes. Trois éléments critiques qu'il faut se rappeler, qui portent sur les vétérans et la population générale. Tout d'abord, il faut que nous envisagions l'ensemble de la durée de vie. L'exposition des hommes et des femmes pendant leur durée de vie sont très différentes. Par exemple, les femmes ont des os de plus petite taille que les hommes. Les femmes ne sont pas simplement des petits hommes. Leurs corps sont structurés différemment. Donc, leurs os sont plus menus, leurs extrémités supérieures, les membres supérieurs ont tendance à être plus faibles que les hommes par rapport aux membres inférieurs. Les femmes ont beaucoup plus de lésions des membres supérieurs que les hommes. Les femmes ont davantage de fibres d'endurance et moins de fibres de puissance que les hommes, ont tendance à subir des lésions bien différentes pour cette raison. Nous savons que, par exemple, dans le cas des hommes, la solidité osseuse augmente jusqu'à l'âge de 18 ans, puis diminue très lentement pendant le reste de la vie, alors que chez les femmes, la solidité osseuse augmente et diminue avec chaque grossesse, avec la ménopause. Donc, les hormones influencent le squelette de façon très, très différente. Et tous les tissus du corps, différemment des hommes, par exemple. Nous savons que socialement, les femmes et les hommes sont exposés à des lésions différentes à cause de leur rôle au sein de la société. Nous savons que les hommes et les femmes, les filles et les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles ou de violences familiales. Nous savons que les victimes de violences sexuelles ou familiales courent un risque beaucoup plus élevé de douleurs chroniques que les personnes qui ne sont pas exposées à ces facteurs au début de leur vie. Enfin, une bonne partie de la recherche a été réalisée sur des rats de sexe masculin pour le fonctionnement de la douleur. Souvent, il n'y avait aucune rate dans l'étude parce que, les rats ont un cycle menstruel, les données sont brouillées. Donc, notre compréhension des processus de douleur sont basées sur des données sur les rats de sexe masculin. Et nous savons maintenant que la manière dont la douleur est traitée par le système nerveux est différente chez les hommes et les femmes. Les voies d'acheminement des signaux, les récepteurs dans le cerveau sont différents chez les hommes et chez les femmes. Donc, quand on réunit tous ces éléments, il est totalement prévisible qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, aussi bien dans la population en général que pour les vétérans en particulier. C'est très intéressant et à l'évidence, cela montre que nous devrions traiter la douleur différemment chez les hommes et chez les femmes. Merci beaucoup. Parlons du genre. Comment le genre, qui est une notion socialement construite, peut-il avoir un impact sur la santé physique? Les attentes à l'égard des femmes et des hommes dans la société influencent les rôles qu'ils assument dans la vie et influencent également les risques, les comportements de risque, notamment au niveau des activités les garçons et les hommes ont tendance à participer à des sports plus risqués, dans une mesure plus grande que les hommes et les femmes. Cela a quelque peu changé parce que le genre change au fur et à mesure que les attentes de la société changent. Donc, les rôles que chacun joue dans la vie influencent le type d'exposition, le type de risque de lésion. Mais dans la vie professionnelle, je ne sais pas comment cela est relié aux vétérans, mais dans la plupart des professions que nous avons examinées, même lorsque les hommes et les femmes font le même travail, ils ne le font pas de la même façon et n'ont pas le même risque dans ce travail. Ils sont peut-être traités différemment, courent des risques différents de lésions, aussi risquent d'être traités de façon moins favorable dans leur fonction. Donc, le simple fait que l'on accomplit le même travail ne signifie pas qu'on est traité de la même façon. Le genre a une influence sur cela, ce qui a une influence sur la douleur chronique, parce que
Je crois que la première causerie a vraiment signalé à quel point le système nerveux est important dans la manière dont nous vivons la douleur. Alors, tout ce qui nous arrive influence notre risque de douleur chronique et la manière dont nous vivons cette douleur. Merci beaucoup. Une question portant sur les vétérans. Si une vétérane vit avec une douleur chronique, comment peut-elle faire en sorte que ces expériences spécifiques en tant que femme sont prises en compte par les différents chercheurs en santé, les cliniciens? L'un des défis qu'il faut souvent relever, quelle que soit la profession, dans les vétérans ou les personnels de sûreté publique où les femmes sont généralement minorités, les chercheurs veulent parfois les exclure parce que l'échantillon n'est pas assez nombreux. Donc, mon premier message serait d'insister, même lorsque l'échantillon n'est pas nombreux, insister pour que les femmes soient incorporées. L'une des stratégies que nous utilisons consiste à recruter dans une zone géographique aussi étendue que possible afin qu'il y ait un nombre suffisant de femmes dans l'étude pour avoir un bon échantillon. Et les femmes savent, selon mon expérience, qu'elles ne sont pas suffisamment étudiées et donc sont disposées à participer. Donc, d'exiger que les femmes participent à toutes les recherches et demander à votre professionnel de santé si les données probantes ont dit que tel médicament est efficace. Demandez si la preuve de son efficacité a été faite pour les hommes et les femmes ou juste pour les hommes, afin que tout le monde se rappelle continuellement que les données probantes doivent s'appliquer aux hommes et aux femmes. Et demander systématiquement aux chercheurs et aux cliniciens d'être au courant de la question. Il faut exiger que nous fassions mieux dans l'avenir parce que nous n'avons pas fait un très bon travail jusqu'ici, comme on le voit dans la littérature. Au fur et à mesure que nous nous intéressons donc à ces recherches qualitatives et quantitatives, nous pourrions mieux orienter nos travaux dans l'avenir. Alors, est-ce que le traitement de la douleur suscite des réponses différentes en fonction du sexe et du genre? Bon, cette étude ne portait pas spécifiquement sur les vétérans, mais visait à adopter une approche transformative basée sur le genre dans la gestion et la prise en charge de la douleur chronique. Je n'ai pas la référence pour vous dire quel est l'auteur de cette étude-là. Je suis désolé. Mais pour les interventions qui comportent des approches cognitivo-comportementales, les femmes peuvent y participer beaucoup plus. Les hommes éprouvent davantage de difficultés à parler de leurs problèmes, à reconnaître la faiblesse. Et donc, l'intervention avait créé un groupe de soutien pour la douleur chronique pour les hommes. Les hommes ne voulaient pas parler entre eux de la douleur, mais ils étaient disposés à construire des maisons d'oiseaux et puis à parler de leur douleur pendant qu'ils construisaient des maisons d'oiseaux. Donc, les hommes avaient besoin d'une activité concrète à accomplir et les données montrent que les hommes sont plus à l'aise lorsqu'ils ne regardent pas quelqu'un en face lorsqu'ils parlent de leurs problèmes, alors que les femmes sont bien plus disposées à regarder quelqu'un dans les yeux pour parler de leurs problèmes. Donc, créer les maisons d'oiseaux a permis aux hommes d'avoir une tâche concrète à accomplir, ce qui est beaucoup plus important pour les hommes que pour les femmes. Et cela a permis de parler de choses personnelles sans se regarder les yeux dans les yeux. Et le groupe était constitué uniquement d'hommes. Donc, en tenant compte des besoins spéciaux des hommes dans ce cas, le groupe a été beaucoup plus efficace pour les hommes vivant avec la douleur chronique que s'ils avaient envisagé de traiter tout le monde de la même façon. Là n'est pas la question, il s'agit de répondre aux besoins individuels des différents genres. Merci beaucoup, Joy. Le temps nous manque, mais pourriez-vous en 2 mots nous expliquer comment les vétérans peuvent participer à cette étude? Le Centre d'excellence tient à jour une liste des personnes disposées à participer à la recherche. Si vous ne vous êtes pas encore porté volontaire, je vous encourage à le faire. Et lorsque nous parviendrons au stade où au stade des entrevues, nous allons demander que des avis soient envoyés aux personnes figurant sur cette liste ainsi que par les médias sociaux. Lorsque vous recevrez des invitations à participer, répondez-y. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup. Voici tout le temps dont nous disposons. Merci à toutes les personnes qui ont fait des exposés, qui ont répondu aux questions. Et merci pour vos recherches qui montrent qu'il existe un espoir d'améliorer la vie des vétérans qui souffrent de douleurs chroniques et de leur famille.
Le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens va continuer de réaliser des recherches sur les meilleurs moyens de traiter la douleur chronique. Nous voulons porter l'espoir à tous ceux qui souffrent. Nous insistons sur les services interdisciplinaires pour la prise en charge de la douleur chronique. Le Centre crée également un réseau de cliniques de douleur partout au Canada. Nous encourageons un dialogue partagé entre les vétérans et ceux qui leur fournissent des services de gestion de la douleur. Comme le webinaire l'a bien montré, les vétérans peuvent recevoir des services partout au Canada et il y a un espoir que votre douleur pourra être prise en charge. Je vous rappelle qu'un enregistrement de cette séance et de toutes nos autres séances est disponible sur notre site web. Toutes les questions que vous pourriez souhaiter poser peuvent également être posées sur notre site. Nous allons organiser la semaine prochaine une autre séance dans cette série, le mercredi 9 juillet à 12h, heure de l'Est, qui va évoquer d'abord la situation actuelle en matière de prise en charge de la douleur chronique chez les vétérans canadiens et deuxièmement, le lien entre le stress opérationnel et les lésions qu'il entraîne, d'une part et d'autre part la douleur chronique, ainsi que la manière de traiter celle-ci de manière interdisciplinaire. Nous espérons que vous serez des nôtres. Au nom du Centre d'excellence sur la douleur chronique, merci pour votre présence.